Je m'appelle Julia Oaro, j'ai 16 ans et je suis diabétique de type 1 depuis 2 ans maintenant. Je suis lycéenne à Pontcharra, au lycée de Pontcharra. Et voilà. Là, tu rentres en quelle classe, là ? En première. En première, ok. Et donc, si tu devais définir ta personnalité en 3 mots, tu dirais quoi ? Généreuse, Ouais. têtue et souriante. Alors, donc, tu as dit que tu étais diagnostiquée donc, à l'âge de... Enfin, il y a 2 ans, donc c'est 14 ans. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment tu as découvert Alors, déjà, il y a eu beaucoup de symptômes. Ouais. Ça m'a fait peur et je me suis vraiment dit, il y a un problème. Okay. Il y a vraiment un problème là, il se passe quelque chose, il faut pas que je reste comme ça. Et donc j'en ai parlé à ma mère tout de suite et donc elle a pris rendez-vous chez le médecin, mais à ce moment-là on était en vacances aux États-Unis. Donc ça a en plus empiré les choses, vu qu'aux États-Unis on mange bien. Et donc quand je suis rentrée en France, on est tout de suite allé à l'hôpital et le médecin nous a dit faut aller aux urgences. Et donc là je me suis vraiment dit alerte, il y a un problème. Et j'ai pas... Je sais pas, à ce moment-là, il y a eu comme un voile noir, j'arrivais plus à me poser les bonnes questions ou à trouver les réponses. Et en fait, il y a tellement de questions et en fait, au bout d'un moment, tu penses plus à rien. C'est comme si il y avait plus personne. C'était comme un choc, en fait. Et tu te souviens un petit peu après comment ça s'est passé à l'hôpital, les souvenirs que t'en as ? Je suis arrivée, on m'a posé plein de questions sur depuis quand ça se passait, tout ça. Quand je suis arrivée à l'hôpital, toutes les questions qu'on me posait, je les entendais pas vraiment. J'y répondais, mais en mode robot. J'arrive à l'hôpital, je sais pas ce qui se passe, je me pose moi-même des questions et eux, on me pose des questions. Voilà, j'arrive, je rencontre plein de personnes qui ont la même chose que moi, d'autres qui ont découvert en même temps, d'autres ils mettent la pompe, je sais pas quoi. Donc j'arrive et je rencontre plein de personnes, on me pose des questions et moi, j'étais un peu vide à l'intérieur. Je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Ouais. Je comprenais plus ce qui se passait. Ouais. Mon corps et moi, c'était 2 choses différentes. J'arrivais pas à... Je sais plus. En faire qu'un, ouais. Et quand c'est le médecin qui t'a annoncé le diagnostic, comment, tu l'as entendu, comment ça s'est passé ? Déjà, moi, je me suis dit, diabète, je me suis dit, j'ai pas mangé sainement, j'ai mangé trop de sucre. Et ouais, je me dis, c'est bizarre quand même. Parce que, je fais du sport, je mange sainement, et là, on me dit diabète. Ah ouais. Et donc j'arrive à l'hôpital, je comprends que c'est pas du tout ça, que c'est un autre diabète que je connaissais absolument pas. Et du coup, on a dû m'expliquer comment le gérer, comment le contrôler. C'était dur. Ouais. C'est vrai que le mot diabète, on l'entend plus chez nos grands-parents ou ailleurs, et comme tu dis, il y a cette vision de diabète, et j'ai mal mangé, j'ai fait quelque chose de mal en fait pour avoir ça. Est-ce qu'il y a eu un peu ce sentiment de pourquoi moi qui est venu, ou de culpabilité de dire j'ai dû faire quelque chose de mal ou pas ? Alors moi, pas du tout. Il y a des psychologues qui m'ont dit tu vas voir à un moment, tu vas te dire mais pourquoi moi, tu vas culpabiliser, et moi pas du tout. En fait, je l'ai très vite accepté parce que dans la famille on a beaucoup de maladies auto-immunes comme ça. Mon frère qui a eu des problèmes de dos, de cœur, ma soeur qui a eu des problèmes de pied aussi. Et mes 2 parents qui ont des maladies auto-immunes aussi. C'était pas nouveau dans la famille. On connaît, et moi j'ai déjà vu mes frères, ma soeur à l'hôpital en train de se faire opérer. Donc pour moi c'était pas pourquoi moi. Et je me suis pas posé cette question, et je disais pas à la vie mais pourquoi pourquoi moi. Donc non, moi c'était plutôt ok, je l'ai, ok, je suis avec et on verra bien ce que ça donne. Comme tu dis, tes parents, s'ils ont une maladie auto-immune, ils savent très bien que c'est pas de leur faute. Donc il y a aussi toute cette notion-là de se dire ok, c'est une maladie auto-immune, c'est là, il faut que j'avance avec, comme ce qu'on a pu te montrer, j'ai quelque chose, mais ça ne m'empêche pas de continuer à avancer, de continuer à vivre. Oui, c'est ça.
Donc là, donc toi, ça reste quand même assez récent, 2 ans de diagnostic. Est-ce que tu as vraiment senti une différence dans ta personnalité de avant et après? Oui, alors, avant j'avais 14 ans, j'étais jeune. Voilà, là je suis encore jeune, mais c'est différent parce que quand on m'a découvert le diabète, j'ai eu. Enfin, mentalement j'ai grandi. Je suis devenue beaucoup plus autonome et très vite parce qu'on me posait des questions ah, t'es à combien machin. Moi je voulais pas de tout ça, je voulais être autonome. Et j'ai grandi mentalement parce que du coup j'ai dû apprendre à être moi, à m'assumer, à oser avec les dispositifs, tout ça. Et c'est vrai que c'était dur, mais j'ai réussi dans un sens à grandir avec et à passer ce cap de j'ai le diabète, je dois apprendre à vivre avec, et du coup mentalement j'ai grandi et j'ai compris que il fallait que je sois autonome, il fallait que je gère moi-même toute seule. Parce que c'est à moi, c'est à mon corps, et il faut que j'apprenne à vivre avec. Est-ce que au niveau de ton estime de toi, alors là on va parler un peu plus image de soi, estime, confiance. Moi quand je parle d'image de soi, c'est pas forcément que physique, il y a la partie physique aussi, mais l'image de soi aussi peut être interne, donc tout ce qui est estime, confiance en soi, donc c'est la valeur qu'on va se donner à soi. Ok. Donc qu'est-ce que tu penses que le diabète a impacté ton estime de toi, en tout cas de la valeur que tu te donnais? Eh ben, le fait d'avoir découvert le diabète, ça m'a fait un choc, mais en termes d'estime de moi, je me suis dit, ah ouais, j'en suis capable. En fait, le fait de pouvoir gérer quelque chose que je dois gérer complètement autonome, c'est vrai que du coup, je me suis dit, ben, ah ouais, j'en suis capable, je peux gérer ce genre de choses, c'est une maladie, c'est dur, au quotidien, c'est un poids lourd, très lourd à porter, et c'est vrai que c'est vrai que je me suis dit, ah ouais, j'en suis capable. Je suis capable de le faire, et c'est vrai que au fond de moi, je me suis dit, ok, c'est cool. Ok, tu t'en es capable, ouais, c'est. Et j'étais fière de moi, ouais. Non, mais c'est important parce que c'est aussi dans les difficultés, là tu te dis que c'est un poids aussi lourd au quotidien. Voilà, il y a des moments, c'est pas toujours évident, et c'est de se dire, ok, même si c'est pas évident, j'arrive à gérer et j'arrive à avancer malgré tout avec ça, et une forme de fierté, c'est important de le reconnaître, de dire, ok, ouais, j'y arrive, quoi. Et là, tu parles de poids lourd au quotidien, est-ce que tu peux plus en parler ou pas? C'est un contrôle constant. On doit toujours vérifier la glycémie, toujours je suis à 250, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est un contrôle, et à chaque fois je vais faire du sport, il faut que je vérifie, ah ouais, je suis trop basse, du sucre, machin, c'est lourd, en fait, ouais, c'est lourd, c'est difficile de se dire que on a ça à gérer en plus par rapport aux autres. Les autres, ils vivent leur vie très librement, et nous, on a un poids constant à porter, et on a une glycémie à contrôler. C'est vrai que c'est un vrai contrôle au quotidien qui est difficile. Et ce contrôle-là, est-ce qu'il y a des moments, tu arrives à qu'ils soient un peu plus légères? Est-ce qu'il y a des fluctuations un peu de cette charge mentale? Même si voilà, le diabète, il est toujours là, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'aident en tout cas à te libérer un petit peu ou à alléger cette charge? Moi, je fais beaucoup de sport, donc c'est vrai que quand je fais du sport, ça aide à réguler la glycémie. Et donc, moi, mon diabète, il est très bien régulé. Donc c'est vrai que moi, par exemple, je fais du cheval, donc quand je monte à cheval, je me soucie absolument pas de mon diabète, je l'ai vérifié avant, je fais ma séance et j'oublie absolument tout. C'est pas, je vais pas me mesurer toutes les 2 minutes, ça sert à rien, c'est pas un contrôle qu'on doit faire. C'est pas de l'hyper-contrôle, faut pas tomber là-dedans, je pense, parce que sinon on se détruit. On peut contrôler, bien, certes, mais il faut pas. Donc voilà, donc moi je fais du cheval, donc pendant mes séances de cheval avec mon cheval, je reste là-dedans, je suis bien, c'est cool. Je pense plus du tout à ma glycémie, à combien je suis. Voilà. Ouais, ça permet de t'évader. Il y a d'autres choses qui t'aident à t'évader ou pas? Le chant. Je chante et j'écoute beaucoup de musique, donc ouais. Donc ça, ouais. Ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, à l'hôpital, j'écoutais que de la musique. Pour m'évader, il fallait ma musique.
il y avait que ça. C'est important de pouvoir savoir ce qui t'aide. Parce que quand il y a des moments où là à l'hôpital c'est pas forcément un moment agréable, quand il y a des moments qui sont pas très agréables, comment je peux m'aider à remonter la pente avec ces outils-là, quoi. Là on va aller sur le côté un peu plus image corporelle. Toi tu as un freestyle, t'as quoi? Ouais, freestyle. Ok, t'as le freestyle et t'es sous stylo, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que donc, tu as eu ou tu as encore un rapport avec ton corps qui peut être difficile ou en tout cas compliqué en lien avec le diabète? Oui, parce que après qu'on m'ait découvert le diabète, donc je suis sortie de l'hôpital, j'avais perdu énormément de poids. Et donc très vite après, j'en ai repris. Et donc le corps a fait des réserves et donc c'est vrai que donc cette image de soi corporelle à accepter, c'était dur. C'était parce que en fait c'est un changement tellement rapide et tellement brusque, tellement gros que mon corps il m'appartenait plus. C'était dur de se dire que j'ai grandi mentalement mais aussi physiquement. Cette rapidité, le temps que tu puisses l'intégrer a été aussi compliqué. Est-ce que le fait de se regarder dans le miroir, il y avait cette sensation de plus se reconnaître, de perdre ses repères par exemple? C'est ça, ouais. Aussi, on a un nouveau dispositif, on a des choses qui sont accrochées à toi H24. C'est vrai que maintenant, de se voir avec, c'est une image qu'on doit accepter, qu'on doit prendre l'habitude. Sinon, oui, avec les piqûres qu'on fait au bras, tout ça, avoir des petites marques, des petits bleus, c'est dur. Même encore actuellement, le fait d'avoir des marques sur la peau. De temps en temps, je me dis, c'est relou. Ouais. Et je sais que la dernière fois, quand on s'était vu, il y avait cette question de pompe hors de question. C'est en lien avec l'image, c'est en lien avec, avec quoi? Moi, je porte beaucoup de robes. Et le fait de me voir avec une pompe, alors j'aime pas cette image-là parce que c'est quelque chose que tu dois changer tous les 2 jours. Après, il en existe différentes, mais moi j'aimais moins cet aspect d'avoir quelque chose au ventre, de me voir avec, c'était plus difficile. Et donc je voulais commencer doucement. C'est vrai que ça fait 2 ans maintenant que je dis la pompe non. Même si ça peut réguler le diabète, moi mon diabète il est très, très régulier, donc pour moi non. Ça te convient, les injections, ça te convient très bien. Oui, et puis c'est vrai que c'est quelque chose encore plus à porter sur soi. Donc des fois il y a cette notion du poids qui s'accentue aussi, le fait que ce soit encore plus visible, parce que là il y a un capteur, et le fait d'avoir la pompe, c'est plus gros. Donc voilà, en tout cas il y a ces possibilités-là, mais c'est intéressant de pouvoir savoir, parce que souvent au congrès sur la diabétologie, on parle des personnes qui ne veulent pas de pompe et c'est ok en fait. Chacun a le droit de choisir sa forme de traitement et ce qui lui convient le mieux aussi, personnellement. La dernière fois, par rapport donc, à ton corps, il y avait eu la question des vergetures qui avait été évoquée avec ta maman, je me rappelle. Est-ce que tu veux en parler ou pas? Par rapport au fait que t'aies pris du poids d'un coup, ton corps avait craqué. Donc la peau a craqué et donc ça a fait plein de vergetures. Donc moi, une fille de 14 ans qui a des grosses vergetures comme ça partout, sur les cuisses, sur les fesses, tout ça, c'est vrai que on se dit mais c'est quoi? Donc j'en ai parlé à ma mère, je savais pas du tout ce que c'était. Et elle m'a dit ah ouais, ça a craqué quoi. Donc me voir avec, c'était compliqué. Et puis ma mère, quand elle me l'a expliqué, c'est pendant les grossesses ou quand on grossit, quand on prend du poids très rapidement. Et donc moi, c'est ce qui est arrivé. Et c'était dur de me voir avec comme ça. Ça a pris du temps à enlever, à faire passer. Après, ça blanchit. C'est des marques qui restent à vie. Et donc... c'était dur de pouvoir accepter un nouveau corps, c'était lourd. Parce que c'est arrivé rapidement après le diagnostic. Oui, dans les semaines qui ont suivi. Donc très rapidement, dans les semaines, il y a eu le diabète, le dispositif, le capteur sur soi, les injections, les vergetures et le fait que tu aies repris du poids aussi. Donc une image qui a très rapidement changé en peu de temps, quoi. Que
que ça soit autant interne que externe, si je comprends c'est bien. ça, ouais. Et le capteur, ça a été les premières fois où il y a des moments où tu as envie de l'arracher Envie de l'arracher, non, parce que c'est quand même quelque chose qu'on doit garder constamment, parce que sinon, faut payer et ça coûte cher. Mais c'est vrai que oui, au début, le capteur, quand on me l'a mis, on m'a piqué avec, ça fait un bruit, ah ouais, tu te dis, ça fait pas si mal quand on le met, ça dépend de où on le met, mais c'est compliqué de se dire qu'on doit se piquer, d'avoir une aiguille, un mini cathéter à l'intérieur. Ouais, mentalement, en fait, c'est difficile. Ouais. Ça fait un trou, ça fait des bleus, tout ça. On sait que le diabète impacte autant là, physiquement avec le fait de s'injecter, les capteurs, tout ça, mais également est-ce que ça a impacté aussi ta confiance en toi, c'est-à-dire aussi le fait en lien avec les hypos, les hyper, tout ça, peut-être un corps que tu avais des fois du moins plus de difficultés à contrôler. Avec le capteur ? Non, avec le diabète en règle générale, plus une confiance en toi, une confiance en ton corps. Est-ce que ça a été altéré ? Est-ce qu'il y a eu... oui, parce que c'est du contrôle, c'est le fait de connaître encore plus son corps dans les détails et on doit contrôler un organe du corps à l'extérieur. Et c'est vrai que mentalement, c'est dur, et dans l'estime de soi, c'est vrai que de se dire je dois le contrôler, c'est lourd, mais ça, oui, ça nous rend plus confiants parce qu'on a du contrôle en plus sur notre corps. Et notre corps et nous, en fait, on doit apprendre à l'accepter et à faire qu'un. Et donc on est fiers de ce qu'on est devenu au bout d'un moment, avec ou sans, on est... Oui, au début c'est un peu compliqué, mais le fait, t'es obligé d'une certaine façon de connaître ton corps, et le fait de mieux connaître ton corps, ça permet aussi de mieux te comprendre et de mieux comprendre aussi tes sensations aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Et comment t'as vécu tes premières hypoglycémies ? Alors ma première hypo, je m'en souviens encore, c'était... en fait, le diabète, je l'ai découvert une semaine seulement avant la rentrée. Et je suis rentrée chez moi le dimanche pour faire ma rentrée le lundi. Donc, donc je crois que c'était dans la semaine, j'avais du sport. Et donc j'avais même pas encore fait sport que je regarde ma glycémie, ma première hypo. Et donc je me dis, ah ouais, donc c'est rouge sur le lecteur, je suis à 69, ah ouais, c'est quoi Et donc les premières sensations, tu trembles, tu te sens vite, t'as envie de t'asseoir, t'as envie de boire, t'as envie de manger du sucre aussi pour remonter. Et donc quand j'ai dit à mon prof de sport, je peux pas, il m'a dit ah ok, bon. Et je me suis dit, il pose pas plus de questions, donc voilà. Donc j'ai pas fait sport ce moment-là, et c'était bizarre d'avoir cette première sensation d'hypo comme ça. De faiblesse aussi. Cette sensation de faiblesse, Mais d'une certaine façon, ton prof de sport a très bien réagi, il dit ok, mais de toute façon il était au courant que tu avais... Oui, il était au courant. Ouais, donc il a dit ok, pas de soucis. Et toi, vis-à-vis des autres, le fait que là tu puisses pas faire de sport, est-ce que ça t'a impacté ou pas ? Oui, parce que les gens ils se demandent pourquoi tu fais pas sport. Et quand je lui dis j'ai le diabète, ils me disent ah. Et c'est aussi cette réaction de quand tu dis que t'as le diabète, ah. Et, après c'est un autre sujet, mais ouais, vis-à-vis des autres, quand t'es assise là et que les autres ils font du sport et que toi t'es assis alors que tu parais bien, donc tu parais aller bien, et donc les autres ils se disent t'as peur du jugement, c'est dur. Ouais, de se dire que de penser peut-être que tu fais semblant ou c'est pas légitime que tu n'aies pas faire de sport. Oui, on culpabilise et puis on a peur du jugement, on se dit non mais je pourrais quand même faire et tout, c'est pas si grave, alors que si. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es sentie face aux autres de cacher le fait que tu t'injectes, tout ça ? Oui. Oui, alors moi quand je mets de l'insuline, je le fais directement à la cantine quand j'ai mon plateau devant.
Et donc, mes potes, elles sont là, mais tu fais quoi? Et donc, c'est vrai que quand on ne connaît pas, quand on doit tout leur expliquer, tout ça, c'est long. Ouais. Et donc, ouais, t'as ce fait de vouloir cacher, de pas montrer ce que t'es en train de faire, parce que les gens se demandent, mais c'est quoi? Tu te piques? Ah ouais, ok. Ouais, c'est... Et puis aussi, par exemple, tu fais tes courses et bah, je me mets souvent comme ça, je me cache mon capteur, j'ai pas envie que les gens se rappellent que ah ouais, ça c'est du diabète, et qu'ils se disent ah, ils mangent pas sainement, machin, donc c'est c'est cette peur du jugement, un peu. Ouais. En plus, c'est un peu plus avec l'été, parce que l'été, bah, les bras sont nus. Autant l'hiver, c'était plus facile de le cacher d'une certaine façon, que l'été, ben, c'est visible, quoi. L'été, ouais, c'est visible, puis tout le monde voit, tout le monde pourrait se dire ah ouais, c'est du diabète. Ouais, le diabète, pour toi, c'est le côté négatif. Ouais. J'ai peur que les gens le prennent négativement comme ça et qu'ils se disent cette personne-là, elle mange beaucoup de sucre, elle mange trop de sucre, et le fait qu'ils connaissent pas le diabète de type 1, c'est plus dérangeant. Ouais. C'est... Oui, puis est-ce qu'il y a aussi le fait de devoir tout le temps expliquer c'est fatigant aussi? Oui. Quand on nous pose des questions, ah, c'est quoi? Oh, tu fais quoi? Enfin, c'est... ouais, c'est de tout le temps devoir leur expliquer. Ouais, c'est un peu lourd et long. Oui, après maintenant, tes amis sont au courant, donc après, voilà, c'est peut-être le début, puis maintenant, enfin, c'est peut-être plus facile après maintenant devant elles, parce que elles comprennent peut-être plus facilement. Mes amies, elles comprennent, puis elles m'aident aussi, donc elles sont toujours là, elles me demandent toujours si ça va, donc moi j'aime pas trop qu'on me mette un poids comme ça, mais c'est de leur attention, c'est pas... C'est pas méchant. Non. Est-ce qu'il y a eu un moment charnière où t'as commencé à accepter la maladie, ou ça se fait petit à petit Ça se fait petit à petit, ouais. Parce qu'on doit accepter le nouveau dispositif, on doit accepter de devoir contrôler la glycémie, on doit accepter notre corps qui change. C'est vrai que du point de vue de l'acceptation de soi, c'est long. Ça prend du temps, ça se fait petit à petit, c'est par des petites victoires, un diabète régulier toute la journée, à la fin de la journée tu te dis yes quoi. Donc, Et quand il y a des journées où c'est cata? Quand il y a des journées où c'est cata, je me dis mais j'ai tout loupé là. J'ai tout loupé, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai pas fait comme si, j'aurais dû faire comme ça, pourquoi je suis pas allée marcher alors que j'étais en haut, c'est long, c'est dur. À la fin de la journée, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Et puis après, c'est aussi se dire que c'est pas tout le temps comme ça, ces journées-là. Et voilà, bon, moi je le vis pas, donc je peux pas. Mais c'est vrai que moi j'ai des personnes qui me disent qu'ils ont dû apprendre à se dire que, ok, oui, il y a des journées, c'était plus haut que d'habitude. Sur le moment, on fait de son mieux. Donc sur le moment, on fait de son mieux. Et voilà, c'est comme une sport, on m'a dit, c'est comme des notes. On a l'impression soit d'avoir des bonnes notes, soit d'avoir des mauvaises notes. Et de se noter en permanence. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y a des qualités personnelles qui t'aident, en tout cas, à mieux vivre avec le diabète, à accepter? Alors, je sais pas si on peut vraiment parler d'acceptation, parce que dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, mais en tout cas, à mieux vivre avec le diabète. Nous, dans la famille, on est des vraies têtes de mule, on est très têtus. Et quand on veut quelque chose, on l'a. Et moi, je voulais accepter la maladie. Et donc, c'est vrai que mentalement, je l'ai vite accepté, même si ça a pris du temps. Mentalement, je me suis dit, ok, je l'ai et il faut que je fasse avec, il faut que je vis avec. C'était long, mais j'ai... Il y a cette force de caractère qui fait que... C'est une force de caractère qui aide aussi à accepter. Aujourd'hui, est-ce que... quelle place tu donnes à ton diabète? Est-ce qu'il y a des moments où la maladie est plus présente que d'autres Je dirais que c'est une grande partie de moi quand même. Ça fait... c'est quotidien, c'est H24, et c'est vrai que
le diabète dans la vie, c'est quand tu l'as, c'est à toi. C'est vraiment, ça a une grande importance quand même. Ça a une grande place dans la vie, dans le corps et mentalement aussi. Ça a une grande place. Ouais, c'est souvent posé. Ouais. Ça m'amène à une réflexion que je pose à tout le monde parce que c'est souvent alors ça dépend des maladies, hein, mais souvent on se dit je suis diabétique ou j'ai un diabète. Pour toi, c'est plus. Moi, je suis diabétique. Ok. Ouais. C'est pas j'ai du diabète, c'est j'ai le diabète. J'ai la maladie, j'ai cette maladie, elle fait partie de moi et c'est comme ça. Ouais. Donc toi, c'est plus une question, une place d'identité aussi qui fait partie de toi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as déjà rencontré d'autres personnes qui avaient de type 1 ou pas? Pendant la journée diabétique, oui. C'était une journée spécialement pour les diabétiques de type 1 avec l'hôpital de Chambéry. Et donc, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Lou. Et donc, on s'est adoré. Le feeling est super bien passé. Et puis, c'est vrai qu'on peut discuter de notre maladie très ouvertement. Et cet aspect-là, c'est vraiment cool, quoi. On en parle sans gêne. C'est très libre. Et c'est vrai que de pouvoir discuter avec une autre diabétique de type 1, c'est... tu te dis, t'es pas seule, quoi. Tu vis pas... T'es pas la seule à vivre ça, quoi. On a un petit peu parlé de ta famille. Donc, comment ça a été perçu aussi dans ta famille, le fait que t'aies le diabète? Comment ça a été... en tout cas, toi, comment tu l'as ressenti, en tout cas, personnellement? Alors... c'est compliqué à dire parce que mes frères sont plus à la maison. Ma sœur, c'est compliqué de cerner des émotions chez elle. Et je l'ai plus vu du côté de mes parents. Ils étaient très inquiets. C'est vrai que j'ai vu ma mère pleurer. Je sais plus si mon père a pleuré, mais c'est vrai que ça fait un choc, quoi. Ma mère qui me dit ça va aller, on était en route pour les urgences et elle est en train de pleurer, donc intérieurement tu te dis quand même. Donc mes parents, ils étaient très inquiets. Est-ce que t'as trouvé que la relation avec ta famille a changé avec le diagnostic ou pas? Oui. Ils sont devenus tout de suite plus attentionnés. Ils ont tout de suite, mes frères qui n'étaient plus déjà à la maison, et j'ai l'un d'eux, l'aîné, qui m'envoie des messages régulièrement et qui me dit coucou Juju, ça va? Et juste ça, c'est beaucoup. Ça fait du bien de se dire que pour une fois, on pense à toi. Donc ça t'a permis de te rapprocher aussi avec tes frères, surtout. Donc là, on parlait à l'école, donc avec tes amis au début, il a fallu expliquer aussi par rapport au diabète. Est-ce qu'il y a des situations particulièrement qui t'ont marqué par rapport au regard des autres ou que tu as vécu ou pas? Pas c'est plus des peurs. J'ai pas forcément vécu de situations qui m'ont fait peur ou qui ont fait peur aux autres, mais en tout cas, quand je suis en hypo et que les gens... que mes potes me demandent mais ça va, qu'ils te disent mais j'ai une barre de céréales si tu veux, si tu veux on se pose sur le banc là, on attend, ça fait du bien de se dire que les gens pensent à toi, qu'ils sont attentionnés, qui font attention. Au final, est-ce qu'il y a plus de peur du regard des autres que vraiment un vrai jugement qui est présent? Je pense qu'il y a une peur constante du jugement, alors qu'en fait, non. Alors ils sont juste curieux, ils sont curieux de savoir, mais de comment on vit, quoi. Donc, voilà. T'as pas vécu des situations où vraiment le regard des autres était... parce qu'il est réel, hein. Les gens, des fois, sont curieux, des fois, malheureusement, voilà, mais parce qu'ils y connaissent rien. Mais t'as pas eu trop de remarques non plus en lien avec le diabète ou on m'a demandé, c'est quoi le capteur, tu dois leur expliquer, tout ça. Il y a un prof qui avait dit faut pas manger trop de sucre, sinon vous finirez comme Julia. C'est sympa. C'est sympa. C'est une prof d'SVT qui avait dit ça, donc tu te dis
Ouais, c'est Ouais. c'est pas très sympa. Ouais, Surtout c'est quand vrai. on n'y connaît pas, quoi. Ouais, puis en plus devant tout le monde, quoi. Ouais, Enfin, bah oui, devant toute la classe. Puis du coup, tout le monde va se dire. Enfin, ils vont avoir des avis qui ne sont pas les bons, quoi. Donc, ouais. Est-ce que tu as déjà senti stigmatisé ou réduit à ta maladie, c'est-à-dire Julia est diabétique? ouais, ouais, c'est vrai que du coup, quand les gens m'appellent, enfin, je pense, quand ils se disent Julia, oui, la diabétique, quoi. Donc, c'est vrai qu'on met une image comme ça, comme une étiquette sur le front diabétique. Ouais. Donc, c'est vrai que. Ouais, Mm. c'est comme une étiquette qu'on porte sur le front, comme ça, du coup, sur le bras. Ouais. Mais, ouais. Est-ce que tu as déjà eu peur que ton diabète influence tes relations sociales, c'est-à-dire que ça soit amicale, amoureuse ou autre? Non, parce que bah, j'explique ce que c'est Ouais. et je me réduis pas à ça. Mm. Je me réduis pas au diabète. Je suis diabétique, mais je suis pas seulement diabétique. Et donc c'est vrai qu'avec mes potes, cette année j'en ai rencontré des nouveaux, je leur ai expliqué et en fait la relation est complètement normale. C'est une relation amicale normale, comme si j'avais pas le diabète. Donc c'est vrai que ça m'a pas plus impacté que ça. Ouais. Quand c'est posé, tu vas le dire directement ou comment ça se passe par exemple quand tu rencontres Je peux le quelqu'un? dire directement, oui. Après, c'est souvent quand ils le voient Ouais. qu'on me pose la question et que je leur dis, que je leur explique. Sinon, je vais pas leur dire ouvertement coucou, je suis diabétique. Oui. Tu vois, c'est. Ouais. Ça pourrait, hein. Oui, c'est vrai. Mais souvent, oui, c'est parce que soit tu dois te faire une injection, soit il y a ton freestyle, il a, comment dire, les questions s'ouvrent très rapidement par rapport à ça, quoi. Ouais. Actuellement, donc là, on a un peu parlé il y a 2 ans, un peu comment ton image a évolué, comment ça s'est passé un petit peu au quotidien. Et aujourd'hui, comment tu décrirais ton rapport à toi-même? Voilà, est-ce que tu es au clair avec ton image? Est-ce que tu sens qu'il y a encore des choses à travailler, à avancer sur certains points? Je pense que non. Disons que je l'ai bien accepté. Ouais. Je l'ai vite accepté, mais surtout bien. Et j'ai pas de mal à en parler, j'ai pas de mal à me voir avec aujourd'hui. J'ai plus de mal à me voir avec. Quand je me regarde dans le miroir avec mon capteur, j'ai plus cette envie de le cacher. Ouais. Et c'est vrai que maintenant je me vois avec et autant le montrer. Oui, tu caches moins qu'avant, Ouais. comme tu disais, tu mettais les mains dessus. Ouais. Petit à petit, en fait, ça fait de plus en plus. Tu l'acceptes dans ton image et dans ton reflet. Oui. Si tu devais dire quelque chose à une personne qui venait de se faire diagnostiquer diabétique de type 1, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je lui dirais que les questions qu'on te pose, t'es pas forcément obligé d'y répondre tout de suite si t'as pas bien compris toi ta maladie. Il faut attendre de trouver les réponses soi-même et de s'accepter soi-même. Après, chacun est différent et chacun fait comme il peut. Et il faut pas s'inquiéter, faut pas se dire ah ouais, je suis fichu. C'est une maladie que tu auras à vie, mais c'est faisable. Tu peux le contrôler. Mon chat casse tout l'ambiance là. C'est trop chou. Et je lui dirais de pas s'inquiéter, que les réponses aux questions que tu as maintenant, tu les auras plus tard dans tous les cas. Donc t'as pas à t'en faire, t'as pas à t'inquiéter plus que ça. C'est pas grave, je veux dire. Ouais. Ça va aller, quoi. Oui, ça va aller. Alors, qu'est-ce que le diabète t'a appris sur toi? Si vraiment un truc qui t'a appris, qu'est-ce que ça serait? Ça m'a appris ce côté très autonome. Je savais pas. Ce trait de personnalité-là, je le connaissais pas. Le fait de pouvoir gérer une maladie toute seule, je savais pas que j'en étais capable de pouvoir me dire qu'il faut que je le contrôle. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que t'as pris l'autonomie par la suite ou pas? Autre que le diabète? Ouais. Ou des décisions? Oui, après le diabète, j'ai voulu vivre. C'est vraiment la phrase que je me disais, en fait, je vis avec, je dois vivre avec. Et donc oui, j'ai voulu tester énormément de choses. Je me suis inscrite au volley, bon, je l'ai arrêté, mais... Ça te convient pas? C'était... Ouais. T'as testé? Ouais, j'ai testé.
Et puis, oui, la musique, avant le diabète, j'avais pas cette passion pour la musique. J'en écoutais, mais pas autant. Et c'est vrai que, pile à ce moment-là, j'avais découvert un chanteur, Nuit Incolore. Et vraiment, ces textes, ils étaient magnifiques. Et j'avais pas cette passion-là pour la musique avant. Et donc je me suis lancée dedans, j'ai voulu chanter, j'ai voulu dessiner, j'ai voulu danser aussi, je me suis mis à faire de la souplesse, tout ça. Donc ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de choses que j'ai voulu faire après le diabète, il y a beaucoup d'endroits où je voulais m'inscrire, beaucoup de choses que je voulais tester. Et ouais, j'ai envie de faire du piano, j'ai envie de poster sur les réseaux, j'ai envie de chanter, de dessiner aussi. De partager d'une certaine façon. De partager, de montrer que ma vie ne se réduit pas au diabète, que j'ai pas que ça, que je vis comme une personne normale avec. Ça t'a permis d'ouvrir aussi d'autres portes, hein, que ce soit comme tu disais avec le chant, avec la danse, c'est des choses où tu peux exprimer aussi, je pense, aussi tes émotions, tes sentiments. Oui, c'est le fait d'exprimer, mais surtout le fait d'assumer et d'oser vivre avec et de se montrer avec, d'assumer soi-même intérieurement, de se dire j'ai le diabète, je vis avec. Donc, Et que t'es plus que ça. Oui, je suis plus que ça. Je suis une personne avant tout. Et on va faire un exercice avec le miroir, donc je vais te donner un miroir. Tu peux prendre le temps qu'il faut pour te regarder, ou juste te regarder. Et se regarder vraiment, parce que des fois on se regarde dans le miroir et c'est juste pour se maquiller. Pour dire, ah bah tiens, là j'ai un bouton ici, ah bah tiens, j'ai ça comme défaut, mais là, qu'est-ce que tu vois dans ton reflet? Bah, c'est une personne qui a grandi quand même depuis le temps et qui s'assume aujourd'hui. Bah, je suis fière. C'est important de se dire, faut pas avoir honte. Souvent on pense que se regarder dans le miroir et se dire des compliments c'est égocentrique, mais non. On peut être fier de soi, on peut se trouver bien, on peut se dire bah oui, j'ai grandi, je suis fière de qui je suis aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est pas une honte, et c'est une force. Donc ça, c'est important de pouvoir se le dire à soi-même et ça aide à intégrer les choses. Bon, merci d'avoir pris le jeu. C'est pas un exercice facile, hein. C'est être confronté à soi, être confronté à son image et voilà. C'est normal que c'est des émotions qui arrivent, c'est totalement normal. Il n'y a pas de souci. Ça vient travailler beaucoup de choses, hein, et tu peux être fière de toi. Tu peux être fière de tout le parcours de la femme que tu es. Enfin, franchement. Et pour finir, parce que donc, il y a une question de fin, s'il y a des choses que tu n'as pas dit pendant l'interview, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais communiquer, c'est des choses que tu aimerais partager ou juste dire un mot de fin pour clôturer? Je dirais qu'il faut oser être, parce que on n'a qu'une vie et que autant la vivre à fond, quoi. Avec ou sans diabète. Donc tu es la maman de Julia. Donc là on va plus parler de comment tu as vécu le diagnostic, que ce soit aussi avec ton mari et la famille autour. Voilà. Donc comment tu décrirais Julia en quelques mots? La combativité, la joie de vivre, toujours envie de tout faire, une envie de vivre. Julia, c'est vraiment une envie de vivre, une envie de faire, une envie de découvrir. C'est comme ça que je la qualifierais, parce que quand elle était toute petite, je l'appelais mon bonbon acidulé. Parce qu'en fait, elle était douce comme un bonbon, sucrée, mais tout ce qu'elle faisait, elle le faisait avec, pas exagération, mais en entièreté. Et donc, des fois, ça pouvait piquer aussi. Que ce soit dans le rire ou que ce soit dans la colère. Comment avez-vous vécu le diagnostic? Comment ça s'est passé Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème pendant qu'on était en vacances aux États-Unis. Elle râlait dans les randonnées parce qu'elle était très très fatiguée. Elle vidait toutes nos bouteilles d'eau et elle allait souvent aux toilettes. À chaque fois, il fallait faire des fausses pipis. Comme elle était toute jeune, j'ai pas compris tout de suite qu'elle était malade. Et elle avait 14 ans, et je me suis dit, ouais, c'est l'adolescence, elle râle, elle veut pas marcher, donc en fait, je lui ai râlé dessus. Et puis au bout de quelques jours, je me suis dit, non, quand même, il y a un petit problème.
Donc on a pris rendez-vous chez le médecin, on est rentré de vacances. Et là, le médecin, il a tout de suite fait l'extrose. Oui, l'extrose, oui. Et bon, il nous a tout de suite dit diabète. Mais je me suis pas affolée tout de suite. Et en fait, c'est plutôt l'attitude du médecin qui m'a affolée. En me disant, non, mais en fait, il faut aller tout de suite aux urgences. Et c'est ça qui m'a... C'est là où je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais c'est du diabète. Comme monsieur et madame tout le monde, c'est pas grave. Et en fait, le médecin nous a dit, si, là c'est grave, il faut faire vite, il faut aller à l'hôpital. Et c'est là où j'ai commencé à... C'est dans les premières 24 heures où on a commencé à comprendre, enfin moi j'ai commencé à comprendre l'impact que ça allait avoir sur sa vie en fait. Et la compréhension que non, c'était pas une maladie facile et que c'était un fardeau en fait. Donc là, c'était il y a 2 ans, et comment ça s'est passé avec, au moment du diagnostic, quand ils ont annoncé peut-être les médecins à l'hôpital un peu plus, avec quand les mots ont vraiment été posés, le type 1, avec la compréhension, parce que quand le diabète... Donc en fait, c'est... du coup, c'est... Alors d'abord, quand on nous dit diabète type 1, maladie auto-immune, ça ce sont des mots qui angoissent, parce qu'on connaît les maladies auto-immunes dans la famille. Donc il y a l'angoisse, la peur, et puis l'incompréhension. Pourquoi ? La culpabilité, de se dire qu'est-ce qu'on a fait de mal. Et puis après, on apprend, on comprend, et les médecins, je me souviens pas. C'est pas grave. Je pense que les 24, même les 48 premières heures, on n'entend pas tout. On n'intègre pas tout. Il faut vraiment 48 heures pour atterrir, entendre les mots, les intégrer. Et c'est après les 2 premiers jours où on commence à comprendre. Pour ma part. Oui. Parce qu'en fait, faut encaisser, je suis désolée. Non, il n'y a pas de problème. J'ai du papier toilette, j'ai pas de mouchoir. Parce que maladie auto-immune, on connaît, on en a plusieurs dans la famille. Et les médecins se veulent rassurants quand même. Parce qu'on comprend que les traitements sont efficaces et que si elle réussit à apprendre et à comprendre sa maladie, elle va gérer. Donc, et c'est au bout de, je dirais, 1 semaine, 10 jours, où on commence à être rassuré sur sur le long terme par rapport à la maladie et les conséquences. On sait que si c'est bien géré, il n'y aura pas d'impact grave. Voilà. Ça va être handicapant dans le sens où il doit penser à son insuline, penser à se tester, apprendre à gérer par rapport à la fatigue, quand elle est malade, quand elle a ses règles. Enfin, voilà, c'est un apprentissage. Et au bout de 10 jours, on sait qu'il n'y aura pas d'impact grave dans sa vie. Donc là, on commence à respirer et à se dire, voilà. Et à apprendre et à faire confiance, du coup, en Julia, quoi. Parce que c'est elle qui nous a montré qu'elle était capable d'apprendre et de gérer sa maladie en autonomie, en fait. Presque. Oui, il y a cette transition-là. Voilà. Presque en autonomie, parce que du coup, au début, on a dû comprendre qu'il fallait mesurer ce qu'elle mangeait, peser, calculer. Donc là, on s'est remis un petit peu dans les maths tous ensemble. On a écrit. Non, c'est elle qui a écrit dans son cahier. On l'a aidé à faire ses calculs. Ça a peut-être duré 1 mois, je sais plus ça. 1 mois, 2 mois, où on était ensemble avec le papa, moi et Julia. Et puis, au fur et à mesure, on l'a laissé faire ses calculs toute seule. On a vérifié les calculs. Au bout d'un moment, on vérifie les calculs, mais de loin. Ouais. Donc on l'a laissé faire, on regardait, puis nous on vérifiait son cahier après, sans qu'elle le voie. Et on l'a mise comme ça en autonomie toute seule, et nous, ça nous a permis de nous dire, ok, elle sait faire. Ouais. Voilà. Ça, je pense que ça a mis 1, 2, 3 mois. Oui, donc c'est rapide. C'est assez rapide, et je pense que c'est pendant jusqu'à 6-7 mois où on lui demandait combien est ta glycémie, est-ce que tu as vérifié,
Est-ce que tu as pris ton insuline? Est-ce que tu as ton glucagon? Est-ce que, voilà. On lui posait les questions. On a fait comme avec les écrits, on vérifiait loin, on observait sans lui montrer en fait qu'on était là. Ça a été la surveillance aussi des hippos, la nuit. Je sais que moi au début je me levais la nuit, j'allais vérifier, sans la réveiller, je la mesurais. Et ça j'ai arrêté courant de la première année. Là ça fait bien 1 an où je fais plus rien. Enfin plus rien. De temps en temps on lui demande t'es à combien, et là je vais pas vous le dire, je veux pas que vous le sachiez, c'est mon truc à moi. Donc maintenant on laisse faire. Donc vraiment pour la laisser en autonomie totale, ça a mis 1 an. À la dernière fois qu'on a vu son médecin, je l'ai remercié parce qu'en fait le médecin c'est pas notre roue de secours. Enfin si en fait, c'est notre roue de secours, c'est-à-dire que on gère, mais on sait que s'il y a le moindre problème, elle est là. Et elle sera toujours... Et elle est là, elle est présente, et ça, c'est une réalité. Et en fait, on peut se tromper, on peut... Et elle sera là pour nous aider à nous réaiguiller et à nous remettre sur le bon chemin. Enfin, nous, parents, et surtout Julia. Donc, elle est... Ouais, c'est un bâton d'appui. Et c'est important. Et justement, par contre, le passage, je pense, adolescent, adulte, il va falloir changer de médecin. Et ça, je sais pas, mais ça, je pense que ça, ce sera Julia. Moi, c'est vrai que je mets beaucoup de confiance dans les médecins. Et justement, elle est à un âge où elle peut le faire. Elle peut aller chercher ses informations toute seule. Et je pense qu'elle connaît mieux son corps et mieux sa maladie que nous, ça c'est sûr. En tant que parent, c'est rassurant parce qu'on sait qu'à un moment donné, si nous, on n'est pas en capacité d'apporter les réponses, il y aura quelqu'un. Et alors, je vais aller plus loin que la maladie. J'ai toujours mis mes enfants dans les centres, dans les clubs de sport, dans les associations, parce que je crois beaucoup à la coéducation. Il n'y a pas que les parents qui peuvent apporter ce qu'il faut à leurs enfants. Il y a les enseignants, il y a les coachs de sport et il y a les médecins qui aussi forment la personne en fait. Et les parents, on ne doit pas être... Enfin, c'est mon cheval de bataille, on ne doit pas être seul auprès de nos enfants. C'est pas possible, on ne peut pas tout apporter. Il peut y avoir des psychologues, il peut y avoir des médecins, il peut y avoir des coachs sportifs. Je sais que mes autres enfants ont eu des problèmes de santé et les coachs sportifs ont été là. Et ils les ont portés au même titre que les parents. Et donc les médecins portent aussi au même titre que les parents. Enfin voilà, moi je crois en la coéducation, on n'est pas seul. Et c'est important de donner, de se décharger aussi. Est-ce que pensez-vous que le diabète a influencé son caractère, sa manière Oui, totalement. Et votre relation aussi avec vous? Je parlais tout à l'heure de son envie de vivre, elle a été décuplée. Le médecin, quand il lui a dit non, je te donne pas ton certificat médical, parce que le jour où on a fait le diagnostic, je lui ai demandé je peux avoir un certificat médical pour l'équitation? Il a dit non. Ça a été le coup dur de se dire je vais pas pouvoir faire de sport, je vais pas pouvoir faire ce que j'aime. Et en fait, quand on est sorti de l'hôpital, et elle a eu cette phrase, elle l'a dite, je veux vivre. Et ça a décuplé toutes ses envies en fait. Elle était déjà dans l'action. Et alors là, voilà, elle est devenue déléguée de classe, elle s'est inscrite dans... Ils appellent ça la mini-entreprise au collège. Elle s'est mise à chanter. Elle a été chantée sur une scène de 450 personnes au mois de juin, alors qu'elle n'avait jamais chanté de sa vie. Et elle a assuré, mais un truc de dingue. Et elle vit. Elle vit à 1000% et elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et aussi, c'était une jeune fille qui avait envie de dire, je suis ce que je suis, laissez-moi être, et je m'en fiche du regard de l'autre. Ça, c'est ce qu'elle avait envie de dire. Et la maladie a fait qu'elle a réussi à le dire. Elle a réussi à interpréter ça. Laissez-moi être. Et elle est. Et en fait, la maladie lui a permis... Non, il n'y a aucun problème. Je crois que la maladie lui a permis d'être ce qu'elle avait envie. Parce qu'en fait, c'est la petite dernière d'une fratrie de 4. C'est pas facile. C'est pas une place facile parce qu'elle a toujours été traitée... t'es la petite sœur, t'es la petite râleuse. Bon, acidulée. Dans acidulée, il y avait beaucoup de râlerie. Et pour se faire entendre au milieu d'une grande famille, elle criait beaucoup. Et à chaque fois, ses frères et sœurs, et ça c'est une réalité, la remettaient à sa place de bébé. Tu n'es qu'un bébé. Tu n'es qu'un bébé. Et c'est pour ça qu'elle avait envie de dire laissez-moi vivre, laissez-moi être. Et la maladie lui a fait prendre conscience qu'elle avait le droit.
d'être. Et elle a pris cette place. Elle a grandi par contre, c'est la contrepartie de la chose, c'est qu'elle a grandi rapidement. Et en tant que parent, on est passé d'une petite fille de 14 ans à une jeune femme en 6 mois de temps, quoi. Et donc tout ça, oui, il faut réussir à caler les relations, je veux dire, entre parents et enfants, entre elle et ses frères et sœurs. Et ses frères et sœurs aussi l'ont vu grandir très rapidement. En même temps, ça leur a fait un choc, mais ça leur a permis aussi de se rendre compte que ce n'était plus un bébé, qu'elle avait beaucoup de mérite. Et son frère, il n'y a pas si longtemps, ils ont passé beaucoup de temps, c'est son frère aîné qui a 25 ans, qui a eu aussi des gros problèmes de santé, donc il sait ce que c'est. Et il m'a dit, Julia, elle est extraordinaire. Il l'a dit vraiment. Du fond du cœur, cette joie de vivre et cette envie de faire, ça l'a tellement surpris. Et c'est là où il a compris que, en fait, non, c'est pas un bébé. C'est une jeune femme, ouais. Et du coup, souvent, avec sa sœur, qui est plus âgée, qui a 2 ans de plus, ça c'est un petit problème pour sa sœur aînée, c'est que souvent, quand elles sont ensemble, à chaque fois, on se tourne vers vers Julia, pardon, en pensant que c'est la sœur aînée, quoi. Et pour Clara, des fois, c'est difficile à encaisser. C'est moi la sœur aînée. Mais non, en fait, tout le monde se tourne vers Julia. Parce qu'elle a... Je pense que ça se voit, elle a cette stature, elle a cette confiance qui fait qu'on a l'impression qu'elle a une maturité énorme. Et ça, la maladie, ouais, fait grandir. Et notamment le diabète, où pour ne pas subir cette maladie, il faut la contrôler. Et pour être dans le contrôle, on ne peut pas être un enfant. C'est pas possible. Les enfants, eux, doivent totalement dépendre de leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Enfin, attention, c'est ce que je pense, c'est mon ressenti. Hein. C'est vraiment personnel ce que je dis. Et pour contrôler cette maladie, parce que c'est un contrôle, c'est un apprentissage total, il faut grandir. Il faut grandir. Et elle a grandi vite. Et c'est pour ça aussi, je pense que la passation, elle s'est faite rapidement parce qu'elle avait toutes les capacités, je veux dire, psychologiques et intellectuelles pour grandir et pour prendre le contrôle. Voilà. Elle a pris ses responsabilités. Elle a pris ses responsabilités. Et là, je vais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit, du fait que l'image que tu as de ta propre fille a évolué aussi très rapidement. Tu vois, on parle aussi d'image de soi, donc autant elle, son image, elle a dû s'adapter à cette évolution rapide, mais aussi l'entourage, qui est aussi une question assez intéressante à voir, c'est qu'il y a aussi l'entourage qui doit s'adapter et qui doit prendre conscience de cette évolution aussi en même temps rapide d'image que vous aussi vous renvoyez vers l'autre, quoi. Et donc de cette confiance et de comment aussi adapter peut-être son discours ou c'est toute la difficulté d'être parent. La rapidité de son évolution a fait qu'on a dû s'adapter rapidement et on a fait des erreurs sûrement. On a dit des choses qu'il fallait pas dire sûrement. Ça, c'est une question plus globale, enfin, de ce que je comprends. Ouais. On est sur la parentalité, là. Clairement. Et la parentalité, c'est depuis la naissance jusqu'à ta mort, en fait. Où il faut toujours t'adapter à l'évolution de ton enfant, entre le temps d'être dans l'observation de l'autre. Comprendre son enfant, comprendre ses besoins. Et à quel moment, nous, on doit intervenir pour répondre à ses besoins. À quel moment, justement, ça sera le parent, le frère, la sœur, l'ami, le médecin. Parce que je sais que Julia, elle a eu un ami pendant la période du diagnostic qui l'a aidée. Les copines, quelle est notre place? C'est la question que je me pose régulièrement, mais pas que face à la maladie. Bien sûr. De façon générale. De façon générale, quelle est la place du parent? Et ça rejoint aussi sur la coéducation. Laisser aussi son enfant aller chercher ce dont il a besoin ailleurs qu'à la maison. Quand ils sont petits, tout petits, un enfant, on lui apprend enfin nous c'est ce qu'on a fait, à choisir. Alors au début, ils sont petits, c'est le choix orienté. On donne 2 ou 3 propositions qui conviennent aux parents. Mais l'enfant, on lui donne cette charge, cette responsabilité de faire son choix et d'assumer son choix.
tu veux partir du parc maintenant, dans 5 minutes ou dans 15 minutes? Moi, en tant que parent, les 3 propositions me conviennent. Quand l'enfant a fait son choix, il doit l'assumer. Dans 15 minutes, maman. Ok, dans 15 minutes, on part. Je mets mon chrono. 15 minutes, c'est l'heure de partir. Et là, l'enfant doit assumer. S'il fait une crise, c'est pas normal. Et en général, il fait pas de crise. Parce qu'il a choisi. L'adolescence, c'est pareil en fait. L'enfant, on lui permet de choisir. Tu préfères quoi? Travailler seul dans ta chambre? Travailler à la salle à manger? Tu veux que je t'aide? Tu préfères ne pas réviser et faire confiance en ton talent? Là, je parle de l'école en général. Non, je vais réviser comme ça, comme ça, comme ça. Ok, tu assumes. Et c'est à ce moment-là où le parent se détache, laisse faire. Tu préfères en parler avec mamie, avec le médecin, ou avec papa, ou avec ta sœur? Et c'est comme ça qu'on... Enfin, je sais pas, hein, mais un apprentissage du choix et se responsabiliser. Et donc, par rapport à la maladie, ça a été pareil. Tu préfères quoi? Le stylo ou la pompe? Voilà les arguments du stylo, les arguments de la pompe. Renseigne-toi, cherche, réfléchis. Mais c'est Julia qui prendra cette décision. Que ce soit avec mon aide, avec l'aide d'autres enfants diabétiques, des médecins, des infirmiers, peu importe, des amis, du regard qu'elle ressent sur elle. Voilà, le regard, ok, j'ai une pompe sur moi, le regard que je vais avoir sur moi, ce sont ses choix à elle. Et nous, on est juste là pour, je sais pas. La guider. Ouais, pour la guider, mais ça, c'est au jour le jour, en fait. Est-ce que ma place, est-ce qu'elle a besoin de moi là tout de suite ou est-ce qu'elle n'en a pas besoin? Et aujourd'hui, à 16 ans passés, je propose, elle dispose. Elle sait qu'elle a mon aide si elle en a besoin. Mais elle sait qu'elle peut aller chercher l'aide aussi où elle veut. Bonne chose ou mauvaise chose, ça, je n'aurai pas la réponse. Peut-être dans 20 ans, quand elle me dira « J'aurais eu plus besoin de toi » ou « J'aurais eu plus besoin que tu me lâches » ou j'ai... Ça, c'est dans 20 ans. Et on le sait, moi, des fois, je parle avec mes parents, voilà, on le sait, c'est au bout de 20 ans qu'on aura la réponse. Après, je pense que aussi quand on grandit, on se dit... je sais que j'ai remercié mes parents pour certaines choses qu'ils ont fait. Et il y a d'autres choses, je me dis, mais ils ont fait de leur mieux, même si je sais qu'ils ont fait des erreurs, on en fait tous. Mais je sais que l'intention était de... sur le moment, ils ont géré comme ils pouvaient. De faire au mieux. Et c'est vrai que... Peut-être que des fois, sur le moment, ça ne rend pas compte en tant qu'enfant, mais en grandissant... En grandissant, voilà, ça vient après. On verra. Dans 20 ans, 25 ans. Dans 10 ans. Dans 10 ans, elle me dira... merci, ou elle me dira... non, t'as pas été efficace. Je sens rien. Comment vous avez vécu au quotidien, en tout cas avec le diabète, et comment votre vision a évolué aussi de cette maladie? Est-ce que vous avez une vision peut-être avant le diabète, elle a évolué? Totalement. Quand moi j'ai vu qu'elle avait des symptômes, je me suis pas affolée. Je lui ai dit, c'est du diabète, c'est pas grave, ça se soigne. Je savais, voilà, de par ma formation scolaire, qu'il y avait une différence entre le diabète type 1 et le diabète type 2. Je savais ce que c'était que le diabète type 1, approximativement, mais je me suis pas affolée. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui m'a affolée, c'est les médecins, enfin le médecin généraliste, surtout quand il y avait du coup l'hyperglycémie. Et les informations là-dessus, je les ai pas trouvées sur Internet. J'ai pas trouvé ça. Donc je me suis pas inquiétée. Je me suis dit, on va soigner, c'est pas grave. Et j'avais pas non plus cette conscience que c'était une maladie à vie. J'avais pas, c'est normal. Et avec l'apprentissage et la connaissance sur cette maladie, une fois qu'on nous a dit que l'hyperglycémie n'avait pas engendré de dommages sur ses organes, on s'est dit ok, on est déjà passé à côté de ça, c'est bien. Ensuite, on nous a prévenus sur l'hypoglycémie et c'est ça qui nous faisait peur. Voilà, ce fameux glucagon là, voilà. Est-ce qu'elle va faire des comas à cause d'une hypoglycémie? Au début, c'était notre crainte énorme, surtout la nuit. Parce que la journée, elle peut les sentir, la nuit, pas forcément. Et on s'est dit, ça, c'était angoissant. Vraiment, c'est une grosse angoisse. Et puis cette angoisse de se dire, elle est malade. Enfin, à un moment donné, c'est une maladie. Donc, en tant que parent, comment on va gérer ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? C'est l'angoisse. L'angoisse. Puis après, il y a l'apprentissage. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, il y a vraiment cet apprentissage de gestion de maladie. Donc voilà, après cette angoisse et cet apprentissage, le regard sur cette maladie aujourd'hui, je vais être vulgaire.
elle nous fait chier. Voilà, c'est clair, à un moment donné, on l'a laissé partir une semaine en colo, elle a oublié la batterie pour son téléphone et pour son chargeur et pour son lecteur. Bon, donc nous, on était hyper angoissés. Comment elle va gérer? Voilà, en fait, c'est une charge mentale énorme. Nous, aujourd'hui, on l'a moins au bout de 2 ans. Ouais. On l'a eu beaucoup. On n'a pas discuté, elle, de sa charge mentale. Elle nous en a pas parlé. Je crois, mais peut-être que je me trompe, qu'elle... Elle l'a intégré dans son quotidien. C'est son habitude. Elle est comme ça. Elle a intégré de se dire, bah ouais, moi je dois me piquer. Point barre. Alors elle a sa charge mentale, oui, parce qu'elle ne doit pas oublier son sucre, elle ne doit pas oublier son insuline. Voilà. Mais c'est devenu dans ses habitudes. Je crois que une fois que c'est dans ses habitudes, c'est comme se brosser les dents, quoi. Ça n'est plus une charge mentale. Donc j'ose espérer que pour elle, ce ne soit pas une charge mentale. Et je parlais de moi, pendant très longtemps, j'avais très peur de la maladie. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, la maladie me faisait très peur. J'ai travaillé sur moi, je me suis soignée, et puis heureusement, parce qu'avec tout ce qui nous est arrivé entre elle, ses frères, mon mari et moi, voilà, beaucoup de choses, je n'ai plus cette angoisse. Je n'ai plus peur de la maladie. Du coup, c'était une de mes inquiétudes, que elle soit angoissée en s'endormant le soir. Je sais pas, parce que le sommeil pour moi c'est très important. Et j'avais vraiment concentré mon angoisse là-dessus. Que elle soit angoissée en s'endormant le soir. Donc je me rappelle qu'au début je lui disais, tu dors bien? C'était ma question, parce que je crois que quand on dort bien, on peut vivre bien sa journée derrière. Et apparemment, ça l'a jamais angoissée. Ou en tout cas, je l'ai pas su. Si tu devais lui donner un seul conseil, là, actuellement, aujourd'hui. J'en ai plein. Le premier qui me vient, c'est fais-toi confiance. Mais elle se fait déjà confiance. Alors, est-ce que c'est dans son caractère ou l'éducation, ce qu'on lui a apporté, j'en sais rien. La maladie ne doit pas empêcher d'avancer. Ne te freine pas dans ta vie, fais ce que tu as envie de faire. Il y a des handicaps plus importants, plus lourds. On en a dans la famille, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Avance. Quoi qu'il arrive, mets un pied devant l'autre. Lève-toi le matin et avance. Et la dernière, c'est si tu devais donner un conseil à des parents qui découvrent un diabète de type 1 chez leur enfant, qu'est-ce que ça serait? Alors, il y a 2 choses par rapport à mon vécu. Ouais. J'ai 4 enfants et du coup j'ai 3 enfants qui ont eu des gros soucis. Totalement différents, mais importants. C'est pas de bol, c'est comme ça. Alors cette phrase-là, je me la suis dite pour Julia, mais je l'ai apprise pour son frère aîné, pour Thomas. Okay. Il avait 15 ans, donc il y a 10 ans. J'ai beaucoup culpabilisé. Et je pense que quand on apprend que son enfant est malade, ça vous arrive en pleine face. Et c'est la culpabilité. Vous n'y êtes pour rien. Et c'est pas votre vie, c'est la sienne. Vous avez eu vos difficultés et vos enfants auront leurs difficultés. C'est comme ça. Et moi, ça m'a déculpabilisée. Ça m'a permis de... Et je me suis dit, ok, c'est sa vie. C'est comme ça, j'y peux rien. C'est sa vie, c'est la sienne, et il va falloir qu'il fasse avec. Et nous les parents, vous les parents, je sais pas comment je dois dire du coup pour répondre à la question, nous les parents, on est là pour accompagner. Alors, on peut pas prendre la douleur, on peut essayer de prendre une certaine souffrance psychologique, parce qu'il y en a, et juste être là, être présent. Peut-être avec maladresse, mais juste être là. Et soyez présents. C'est tout ce que je peux dire en fait. Parce qu'on peut rien faire d'autre. On peut pas prendre la douleur, on peut pas prendre la maladie. Il n'y a pas de culpabilité à avoir parce qu'on n'est pas responsable. Enfin, quand c'est une maladie, il y a d'autres choses où... Mais on n'est pas responsable.
Et moi, ce qui m'a permis de me déculpabiliser, c'est cette phrase. Ok, c'est sa vie, je serai là. Soyez présent. Je crois que c'est tout ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que c'est le maître mot, positivité. Quoi qu'il arrive dans ta vie, c'est... Regarde droit devant toi, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Des coups durs, on en a tous. Quels qu'ils soient. Et on peut pas juger. Enfin, voilà, c'est... Clairement.